Disons un grand merci au révérend Chesnel Paul. Je crois que c'est maintenant le tour du pasteur Dr. Isaac Kanta. Le micro. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Je voudrais partager l'écran. OK, est-ce qu'on peut me permettre, s'il te plaît? Oui, c'est possible. D'accord, merci. OK. Juste un instant. Voilà, merci beaucoup. Je remercie mon frère Gesner pour sa contribution qui est très enrichissante et qui me permet de parler ce que je vais dire. Et ce que je vais dire dans ma partie, c'est les efforts d'Haïti dans l'essor de l'Afrique des indépendances des années 1960. Donc ça, c'est là où on va s'habituer. Donc, je suis, de par mon expérience d'Africain, c'est à peu près comment nous avons perçu Haïti et nous avons vu comment Haïti a opéré en Afrique. Donc ça, c'est une vue d'Afrique. Il a parlé d'Haïti. Merci beaucoup. Et pourquoi est-ce que je parle de l'essor de l'Afrique des indépendances en 1960? Ce n'est pas une affaire inventée. Et justement, l'ancien président, Leslie Manigat, qui est décédé en 2014, a parlé a évoqué le rôle d'Haïti dans en Afrique dans les années 60, dans les jeunes pays africains. Et voilà ce qui est écrit. La décennie de 1960 a commencé avec le Cameroun le 1er janvier, suivi de 13 autres la même année. Comme elle a fait pour la création de l'État d'Israël en 1947-48, avec son vote décisif, Haïti a été pour la décolonisation, beaucoup fait pour la décolonisation du continent, a été au premier loge de la lutte anti-esclavagiste. Sa voix donc fut mise au service de tout le continent pour réclamer, dire, dénoncer et soumettre aux Nations Unies, comme l'écrivait Manigat donc ici en bas. Haïti a joué un rôle d'étoile brillante au matin de la décolonisation africaine. Leslie Manigat. Or, j'ai l'impression que les Africains ne se rendent pas compte toujours de ce travail important d'Haïti et que même Haïti, dans son ensemble, ne perçoit pas ce rôle qu'il a joué en Afrique, comme il a joué ailleurs. Comme vous avez entendu Gesner le dire, avec le Venezuela, avec la Grèce et autres. Donc, ce que Haïti a fait en Afrique, ce n'était pas de manière discriminatoire, mais c'était ce qu'il a toujours fait ailleurs. Et il a d'autant si bien fait que, étant aux États, étant membre fondateur des Nations Unies, de l'ONU, en 1945, il a joué un rôle important parce que membre fondateur, il y avait 50 ans, il était en 1945, mais en Afrique, il y avait 5. Ici, ça, c'est l'Afrique du Sud qui est membre. Ici, c'est l'Éthiopie. Ici, c'est l'Égypte. Et ici, c'est le Libéria. Donc, c'est en 1945, voilà les pays africains membres de l'ONU. Mais le 6e, donc, c'était Haïti. Le 5e, donc, c'était Haïti. Ici, à ce niveau-ci. Et en agrandissant, voilà comment il est exactement.
Donc, or, les autres pays membres de l'ONU, membres fondateurs étaient anglophones. Et Haïti donc était le seul anglophone, le seul pays anglophone, c'est-à-dire francophone. Et c'est lui donc, c'est Haïti donc qui accueillait les francophones venant d'Afrique pour leur indépendance et leur donnait des indications à suivre. Donc, ce travail d'après-colonisation se situe justement dans ce qu'il a fait avant la colonisation, dans le processus de colonisation. Donc, Haïti a vraiment beaucoup travaillé pour les indépendances. Il était donc normal que, effectivement, il a contribué à l'émergence de ces pays et en tenant leur pas pour les conduire, il les accompagne donc effectivement dans la période post-indépendance. Et il y a donc cette expérience. Et l'expérience donc de la domination, de la colonisation, de l'indépendance et de la néocolonisation. Donc, Haïti est ce microcosme qui, de par son expérience, devrait être utile aux jeunes nations qui sont en train de naître. Malheureusement, je répète encore une fois de plus, c'est une nation, c'est un État noir. Et malgré donc son expérience de membre fondateur et de rapporteur officiel à la création des Nations Unies, Haïti donc fut une puissance diplomatique dans le monde post-Deuxième Guerre mondiale qui cherche à cicatriser les blessures encore ouvertes des atrocités. Et c'est justement pourquoi en 1947, Haïti a voté, a voté en dernier, parce que l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël était en balance. Or, il fallait donc une seule voix, et c'est la voix de Haïti qui a permis que l'État d'Israël soit créé. Donc, il ne faut pas oublier ce rôle avant-gardiste de Haïti qui, sur le plan diplomatique, je dis très bien, il a été même rapporteur officiel à la création des États-Unis et de temps en temps, encourageait les peuples défavorisés à être sur la bonne voie. Donc, il y a cela. Mais aussi l'autre handicap qu'il a rencontré aussi. S'il a un atout, il y a aussi des handicaps. L'handicap, c'est ici, je lis ceci. Le jeune État est comme un cheveu dans la soupe. Concernant les relations avec les colonies françaises, la rupture est totale. Vous avez suivi Gessner et vous ne pouvez pas vous rendre compte comment Haïti a été martyrisé parce que orchestré par la France. Les autres États dont occidentaux n'ont pas reconnu à temps Haïti comme sur le plan diplomatique, même s'ils insistaient pour avoir des relations commerciales, économiques et autres. Donc la jeune nation va conserver ses relations diplomatiques et commerciales avec le Royaume-Uni et les États-Unis sans pour autant être reconnue comme nation indépendante. Et comme il a bien signalé, les grands colons des autres colonies françaises ou étrangères craignent le renversement des sociétés esclavagistes et donc une défaite économique et politique. Donc Haïti, malgré sa volonté de travailler pour l'épanouissement de tous, constitue un caillou dans la chaussure du pouvoir expansionniste. Et dans ce cas-là, vous voyez que de là donc intervient le frein en Afrique. Et c'est pourquoi donc, c'est nous qui maintenant reprenons à notre compte pour voir effectivement ce que Haïti a fait en Afrique. Et ici, on a deux niveaux. On a le niveau informel et le niveau formel. Dans le niveau informel, vous vous rendez compte, ça, c'est des Haïtiens à titre individuel qui sont engagés dans les pays francophones naissants et même anglophones pour apporter leur contribution à la construction du pays. J'en ai l'exemple. Bon, j'ai par exemple, au Cameroun, par exemple, d'où je suis,
il y a une grande colonie haïtienne. Et il y a encore des membres qui sont restés au Cameroun. C'est vrai, certains sont rentrés, mais beaucoup sont encore restés au Cameroun. Et un qui m'a intéressé, il s'appelait Guillaume, il a travaillé d'abord à la présidence de la République, il a terminé à l'Assemblée nationale. C'était un traducteur. Bon, alors, le premier président du Cameroun l'a retrouvé au Ghana, où il travaillait avec le président Kwame Nkrumah. Et comme il manipulait très bien le français et que les présidents avaient de bonnes relations entre eux et que français-anglais, c'était chose rare à l'époque, et quelqu'un de qui on peut avoir confiance, a eu à négocier. Et Kwame Nkrumah l'a laissé donc venir, il travaillait comme un des premiers traducteurs à la présidence du Cameroun. Et après la présidence, il est donc parti, il est donc revenu à l'Assemblée nationale. C'est là qu'il a pris la retraite. Il est décédé il y a une dizaine d'années. Bon, avec eux, donc, on avait un cercle au niveau du Cameroun et d'ailleurs en Afrique, des Haïtiens qui, à titre individuel, ont apporté leur grande contribution pour la construction de l'Afrique, pour l'essor des différents pays. Et pour le moment, j'ai réussi à avoir un seul cas au niveau de l'État, au niveau formel, où de manière où on devrait célébrer justement ces efforts, parce que c'est comme Haïti comme entité, et avec d'autres entités qui ont travaillé à cela, et ce cas, c'est le Congo. Et en 1960, donc, en 1960, au 1er janvier 1959, donc ça c'est la dernière année de la présence belge au Congo. Donc, voilà la population du Congo et autres. Donc, 14 millions, population non africaine, 115 000, sur le kilomètre carré, 1,6. Population africaine, bon, de tout ceci, de tout cela, il y a un déficit de formation. Et en ce qui concerne l'enseignement primaire, post-primaire, secondaire était gratuit. En 1960, pour une population de 14 430 habitants, il y avait donc 1773 élèves, dont 1 600 117 en primaire, 22 000 en post-secondaire, 35 000 au niveau secondaire et 1445 suivent les cours à l'université. Seuls 68 729 élèves dans l'enseignement officiel de l'État, soit 1 359 000 dans l'enseignement des missions catholiques, 322 000 élèves dans les missions protestantes. Bon, les sources sont ici en bas. Malgré ce petit nombre, la Belgique, donc, à l'indépendance, enlève tout le personnel. Et voilà donc le Congo qui a un déficit de personnes. Il n'y a donc, et comme on va le voir un peu par la suite, de manière concrète, donc, lors de l'indépendance, au niveau donc de l'indépendance, le Congo disposait de 2 universités comptant 466 étudiants blancs et noirs, fondée en 1954, et l'université d'Elisabethville créée en 1959. En dehors de ces universités, la ségrégation raciale mise en place séparait les enfants blancs et noirs qui fréquentaient des établissements scolaires distincts. Dans les nombreuses écoles, le fait de parler une langue congolaise était proscrit au niveau secondaire, de même que la pratique de l'islam. Ça, c'est ce qui était dans la pratique. Au niveau, donc à la fin, ce que le pourcentage d'éducation et la formation. Donc, en première année universitaire, 57-59, le campus Université catholique comptait 33 étudiants, dont 11 Congolais. Quant à l'université officielle du Congo belge et Rwanda, elle n'est créée qu'en 1956 à Elisabethville. En 1960, donc, 1% seulement de la population scolaire congolaise est inscrite dans l'enseignement supérieur, 0,1. C'est 4 fois moins que la proportion d'alors pour toute l'Afrique.
et 30 fois moins que pour le monde entier. De plus, les filles congolaises n'ont pas encore accès aux universités. Leur part dans l'ensemble de la population scolaire n'excède pas 20% et leur formation reste centrée sur les professions dites féminines, infirmières, enseignantes ou religieuses. Donc ça, c'est au niveau de l'indépendance. Vous voyez donc que le pays est, le pays est vraiment en danger. C'est en ce temps-là, donc, avec le concours de l'UNESCO et la France qui intervient, probablement malgré elle, le Congo touche donc Haïti. Et Haïti, à partir de 1960, plusieurs centaines d'Haïtiens sont partis pour le Congo comme assistants techniques du gouvernement d'un pays nouvellement indépendant, 30 juin 60. Instituteurs, professeurs, administrateurs et médecins se sont installés dans la capitale Kinshasa, mais aussi dans les provinces du Bandundu, du Bas-Congo, du Kasaï occidental, du Kivu, du Katanga et dans la province orientale. Parfois dans les endroits reculés, plus souvent dans les villes. Le rôle de l'UNESCO et plus particulièrement sur les Haïtiens qui y travaillent était crucial. Il a permis le développement de ces migrations de travail qui sont superposées aux relations affectives imaginées liant les Haïtiens en Afrique. Donc ça, c'est en 1900, ça c'est le rôle important d'Haïti. Et voici donc le premier groupe d'Haïtiens qui arrive au Congo en 1962. Regardez très bien. Donc, ils sont bien organisés. Et beaucoup d'autres beaucoup d'autres vont venir. Beaucoup d'autres vont arriver. Et jusqu'en de 62 à 65, c'est le Congo, la France et l'UNESCO qui organisent les voyages. Mais à partir de 1965, c'est le rapport direct entre le Congo et entre le Congo et Haïti. Mais on commence déjà à parler mal des Haïtiens, de relever effectivement comment Haïti est un mauvais exemple à suivre et ça diminue. Mais ça n'empêche pas que le dernier convoi arrive, le dernier contingent de 500 enseignants arrive au Congo en 1977. Et à partir de là, on arrive dans les années 80 où les difficultés commencent et autres, et autres, et autres. Mais ce qui est important, voilà, on peut déjà voir un premier bilan de l'œuvre de l'Haïti au Congo. L'État crée une université officielle laïque à Elisabethville en 1956. Les protestants préparaient l'ouverture d'une troisième université à Stanleyville. Mais son ouverture fut retardée à 1963 à la suite des événements de l'indépendance. Il y avait 17 diplômés à la veille de l'indépendance. Mais 4 ans plus tard, le Congo sera le pays qui comptera le plus d'universitaires. On recensait 300 bibliothèques publiques, ensuite bibliothèques installées par les missionnaires. Donc, le travail est palpable. Le travail est vraiment palpable ici. Et l'œuvre d'Haïti est perceptible, a été vraiment bénéfique, capitale. Tous les Congolais peuvent l'affirmer. Sans Haïti, le Congo ne pouvait pas faire le bon. Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi, même au niveau de l'histoire, on parle seulement de la coopération avec les pays occidentaux et autres, mais on ne parle pas de ce rôle important de Haïti. Je me suis demandé pourquoi on n'a pas développé. C'est justement parce que, comme Gaston l'a dit, Haïti était un contre-modèle. Donc, sous cette révolution, ces gens qui, à partir de rien, agissent indisposés. Et c'est pourquoi on a tout fait pour noircir et empêcher qu'elle ait lieu. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait revoir ce travail de Haïti, cette push qu'il a faite et qui a apporté une contribution pour voir dans quelle mesure, encore aujourd'hui, au lieu de nous sous-estimer, il faudrait que nous prenions en main, compte tenu avec l'exemple de Haïti, notre destin et chercher comment faire pour faire des échanges entre nous sans complexe et avec nos moyens pour voir dans quelle mesure on peut effectivement apporter un changement. Donc, même quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, il est possible, à l'exemple d'Haïti, de nous entraider. On n'a pas besoin d'avoir suffisamment assez avant de partager avec l'autre.
Je crois que l'éveil de la conscience, Haïti, non seulement est première république noire dans le monde, indépendante dans le monde, mais elle est aussi dans la vie concrète, même les difficultés actuelles. Parce qu'il y a des choses que je voulais signaler. On craignait aussi de s'apaisantir sur Haïti, parce qu'il y a des espaces où que la France recopie en Afrique, ce qu'il a fait à Haïti. Par exemple, couper les ponts et contrôler les pays africains, comme il a été tenté de faire, d'isoler et de permettre, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, qu'on ne reconnaisse pas Haïti, mais que du point de vue diplomatique, on passe par eux pour arriver. Même de payer les impôts, de garder l'argent d'Haïti, de faire payer les amendes, parce qu'aujourd'hui, les pays africains sont en train de payer les Français d'avoir quitté leur pays par l'argent, le CFA qui est gardé chez eux et ceux qui décident à la place des pays africains. Comme justement Haïti était en train de payer une dette pour payer les Français parce qu'ils sont partis de chez eux. Donc, à partir de ces contre-exemples, comment faire pour nous relever? Je crois que j'ai voulu nous montrer cet exemple que c'est possible, avec nos peu ou moins, de faire beaucoup de choses et qu'Haïti, petit pays, comme vous avez vu, a aidé un grand pays comme le Congo et que nous aussi, on est capable de le faire. Merci beaucoup pour votre propre attention. Je m'arrête à ce point, tout simplement. Merci, pasteur Isaac.